Je m'appelle Dalton, j'ai 28 ans, et je travaille comme analyste financier chez Mitchell & Reed dans le centre-ville de Chicago. J'étais en pause déjeuner, parcourant les emails de mes clients, lorsque mon téléphone a vibré avec une notification. Le message de mon père disait « Nous avons choisi de rompre tout contact. Reste loin de nous pour toujours. » En dessous, une petite icône en forme de cœur montrait que ma sœur Melissa avait aimé le message. Mes doigts tremblaient pendant que je tapais ma réponse. Je retirerai mon nom de tous les prêts demain. À minuit, la conversation de famille avait explosé en une tempête de cris en majuscules. Avant de poursuivre cette histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Et si cela résonne en vous, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires de la vie réelle. J'ai grandi à Oakwood Heights, une banlieue de classe moyenne à environ 30 minutes de Chicago. Notre maison était une modeste maison coloniale de 2 étages avec des volets bleus délavés et une terrasse perpétuellement inachevée. Mon père, Richard, a commencé à la construire l'été de mes 10 ans. Il travaillait dans la gestion de la construction, supervisant des projets résidentiels, et ramenait cette même supervision exigeante à la maison chaque soir. Mon père dirigeait notre foyer d'une main de fer déguisée en amour vache. Chaque réussite était accueillie par un signe de tête dédaigneux et des commentaires comme « C'est ce qu'on attend, ce n'est pas exceptionnel ». Chaque échec était disséqué à table, servi comme un plat d'accompagnement froid avec ce que ma mère Eleanor avait préparé. Elle était le complément parfait de son style autoritaire, une experte en manipulation passive-agressive qui utilisait le silence comme une arme et soutenait toujours les critiques les plus dures de mon père avec un calme fin. « Ton père veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi, Dalton. » Puis il y avait ma sœur Melissa, 3 ans de moins que moi et perpétuellement positionnée comme l'enfant modèle. Alors que je luttais pour répondre à des attentes impossibles, Melissa semblait recevoir sans effort des éloges même pour ses accomplissements les plus élémentaires. Quand je ramenais d'excellentes notes, on me répondait « Eh bien, c'est ton travail en tant qu'étudiant. » Quand Melissa obtenait un B+, il y avait des célébrations et de la crème glacée. La disparité n'était pas subtile. Les difficultés financières étaient un courant sous-jacent constant dans notre maison. Le salaire de mon père s'étirait à peine entre les paiements hypothécaires. Le travail à temps partiel de ma mère dans le commerce de détail couvrait à peine l'épicerie, et il n'y avait jamais assez pour les extras comme les nouveaux vêtements ou les voyages scolaires. À 16 ans, je travaillais après l'école dans une quincaillerie locale, remettant la majeure partie de mon salaire pour aider aux dépenses familiales. Je ne le remettais pas en question à l'époque. C'est ce que faisait une famille, n'est-ce pas? Le lycée est devenu mon champ de bataille pour l'approbation parentale. J'ai rejoint tous les clubs académiques, joué dans l'équipe de baseball universitaire même si je détestais ça, maintenu une moyenne de 4.0, et j'ai quand même entendu « Princeton t'a rejeté parce que tu ne t'es pas assez poussé », quand les lettres d'admission des universités sont arrivées. Être accepté à Northwestern avec une bourse partielle a été ma première vraie victoire. Cela signifiait la liberté. 18 miles de distance physique de la maison familiale qui semblait en faire 18 000. Ces 4 années ont été transformatrices. Je me suis fait de vrais amis qui m'appréciaient pour ma personnalité, pas pour mes réalisations. J'ai exploré des intérêts que mon père avait jugés peu pratiques. J'ai appris ce que c'était que de respirer sans que quelqu'un mesure la teneur en oxygène de chaque expiration. Puis la réalité a frappé sous la forme de 63 000 $ de dettes étudiantes et d'un marché du travail impacté par la récession. Retourner vivre à la maison après l'obtention de mon diplôme a été l'une des décisions les plus difficiles que j'ai jamais prises. Ce qui ne devait durer que 3 mois s'est transformé en 2 ans d'indépendance étouffée, de critiques renouvelées et d'enchevêtrements financiers de plus en plus inconfortables. Dalton, puisque tu vis ici sans payer de loyer, co-signer le prêt auto de Melissa est la moindre des choses que tu puisses faire. C'est devenu le premier des nombreux hameçons financiers que ma famille a planté en moi. Ma cote de crédit était excellente. J'avais été obsédé par sa construction pendant mes études, sachant que c'était mon billet pour l'indépendance éventuelle. Bientôt, mon nom figurait sur un prêt sur valeur domiciliaire pour des rénovations, un prêt personnel pour la chirurgie du dos de mon père que l'assurance ne couvrait pas entièrement, et comme garant de l'appartement dans lequel Melissa a emménagé après avoir abandonné le community college. Quand j'ai finalement décroché mon poste chez Mitchell & Reed il y a 3 ans, j'ai pensé que les choses allaient changer. J'ai trouvé un appartement, établi des limites autour de mon temps. Non, je ne peux pas venir à 23 heures pour réparer ton ordinateur. Et j'ai commencé à dire non aux nouvelles demandes financières. Chaque refus était accueilli par une escalade de guerre psychologique. Chantage affectif de ma mère, tirade de colère de mon père,
accusation en larmes de Mélissa. Ma récente promotion au poste d'analyste principal s'est accompagnée d'une augmentation de salaire significative. D'une manière ou d'une autre, ma famille était au courant avant même que j'ai reçu mon premier nouveau salaire. Les demandes ont commencé immédiatement, de l'argent pour la dernière entreprise de Mélissa, la vente de coques de téléphone personnalisées, un prêt pour les vacances du 25e anniversaire de mes parents, co-signer un autre refinancement de leur hypothèque perpétuellement déficitaire. Pour la première fois, j'ai dit non à tout. La température de notre relation déjà glaciale est tombée en dessous de zéro. Les fissures dans la façade de notre famille ont commencé à s'élargir. Le Thanksgiving dernier, j'avais apporté une bouteille de vin qui coûtait plus de 20 $, un petit luxe pour célébrer ma promotion. Mon père en a bu une gorgée et s'est lancé dans un sermon sur le fait de se donner des grands airs et d'oublier d'où je venais. Quand j'ai mentionné que j'envisageais d'acheter un condo, ma mère est intervenue avec « J'espère que tu ne prévois pas de déménager plus loin. Tu nous rends déjà à peine visite. » La vérité, c'est que je venais tous les dimanches sans faute, endurant des dîners de 3 heures remplis de critiques et de comparaisons. Chaque visite me laissait émotionnellement vidé pendant des jours. J'avais commencé à voir une thérapeute, Dr Lauren Mitchell, sans lien avec mon cabinet, qui m'a aidé à reconnaître ces interactions comme de la manipulation émotionnelle. Elle m'a encouragé à établir des limites plus saines, un conseil qui s'est avéré impossible à mettre en œuvre sans conflit. Quand j'ai commencé à décliner les invitations à dîner en milieu de semaine pour me concentrer sur le travail ou honnêtement pour préserver ma santé mentale, l'offensive de culpabilisation a commencé. Ma mère appelait quotidiennement avec des problèmes de santé qui se résolvaient mystérieusement avant que je puisse suggérer de vraies visites chez le médecin. Mon père envoyait des textos remettant en question ma loyauté familiale. Mélissa se présentait à l'improviste à mon appartement, généralement quand elle avait besoin d'argent ou d'une signature sur quelque chose. Le véritable point de rupture est survenu au dîner de Pâques il y a 2 mois. Mélissa a annoncé qu'elle voulait ouvrir une boutique vendant de l'artisanat local et qu'elle avait besoin de seulement 20 000 $ pour obtenir un bail dans un quartier en plein essor. Tous les yeux se sont tournés vers moi avec attente. Je ne suis pas en mesure d'investir ce genre de somme en ce moment, ai-je dit prudemment, en gardant ma voix neutre. Investir ? Qui a parlé d'investir ? On parle d'aider ta sœur, a répondu mon père, ses jointures blanchissant autour de sa fourchette. Je te rembourserai, évidemment, ajouta Mélissa en levant les yeux au ciel d'une manière qui suggérait le contraire. J'ai examiné son plan d'affaires, et j'essayais d'expliquer. Et les chiffres ne tiennent pas la route. L'étude de marché est minimale. Il n'y a pas de... Oh, écoutez monsieur l'analyste financier, m'interrompit mon père. Trop bon pour le travail honnête maintenant, n'est-ce pas ? Assis dans ton bureau chic à juger les vrais entrepreneurs. La dispute a dégénéré à partir de là. Ma mère a pleuré. Mélissa est sortie en claquant la porte. Mon père a pointé son doigt à un pouce de mon visage et a dit des mots que je n'oublierai jamais, tout ce que tu as, c'est grâce à cette famille. Ne l'oublie jamais. Je suis parti tôt, ignorant le barrage de textos qui a suivi. Pour la première fois, je ne me suis pas excusé pour le malentendu. Je n'ai pas arrangé les choses pour maintenir la paix. Je n'ai tout simplement pas répondu. Les semaines qui ont suivi ont apporté des tactiques de pression croissante. Ma mère a laissé des messages vocaux en larmes sur le fait que je la tuais d'inquiétude. Mon père alternait entre un silence glacial et des appels téléphoniques explosifs. Mélissa a instrumentalisé notre famille élargie, racontant aux cousins, tantes et oncles que je l'avais abandonné dans son moment de besoin. Soudain, des parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'envoyaient des messages sur les obligations familiales. Pendant ce temps, j'ai découvert que mes parents avaient tenté d'utiliser mes informations pour obtenir un prêt personnel à mon insu. La banque a appelé pour vérifier les détails d'une demande que je n'avais jamais soumise. Confrontée, ma mère a qualifié cela de malentendu et mon père m'a accusé de faire une montagne d'une taupinière. J'ai consulté un ami avocat sur la protection de mon identité et de mes informations financières. Il m'a conseillé de vérifier régulièrement mon rapport de crédit et de placer des alertes à la fraude auprès des principales agences. Quand ma famille a découvert que j'avais gelé mon crédit, empêchant ainsi que de nouveaux prêts soient contractés à mon nom, la température est tombée encore plus bas. Chaque dîner du dimanche devenait plus tendu que le précédent. La conversation était superficielle, voire carrément hostile. Mon père faisait des commentaires acerbes sur les enfants ingrats, tandis que ma mère soupirait dramatiquement en remplissant les verres de vin. Mélissa oscillait entre m'ignorer complètement et faire des commentaires passifs-agressifs sur des amis dont les frères solidaires les avaient aidés à réaliser leurs rêves.
J'ai arrêté de partager des détails sur ma vie ou mon travail. Chaque révélation était devenue une munition à utiliser contre moi plus tard. Quand j'ai mentionné un possible voyage de travail à New York, mon père a immédiatement demandé si je serais en note de frais pour pouvoir donner un peu d'argent à la famille. Quand j'ai parlé du mariage d'un collègue auquel j'avais assisté, ma mère m'a interrogé sur la raison pour laquelle je ne ramenais plus jamais de gentilles filles à la maison, oubliant commodément comment elle avait traité ma petite amie de l'université. Le dimanche avant le texto, j'ai décliné le dîner, prétextant un projet de travail urgent. En réalité, j'étais épuisé émotionnellement et j'avais besoin d'un week-end pour récupérer. Le barrage de messages qui a suivi allait de la culpabilisation, « Papa a fait ton rôti préféré pour rien », à l'accusation pure et simple, « Tu penses clairement que tu es trop bien pour cette famille maintenant ». Je ne le savais pas alors, mais j'étais au bord de la plus grande explosion familiale de ma vie. Mardi a commencé comme n'importe quelle autre journée de travail. Mon réveil a sonné à 6h15. J'ai fait un tour à la salle de sport de mon immeuble pour une séance rapide de 30 minutes, pris une douche, et attrapé mon café et bagel habituel à l'épicerie du coin. Le trajet matinal dans le métro était bondé mais sans histoire. J'ai révisé les notes de présentation sur ma tablette, me préparant mentalement pour une réunion avec un client cet après-midi, Westbrook Investment, un compte potentiel de 2 millions de dollars que notre cabinet courtisait depuis des mois. La matinée s'est envolée dans un tourbillon de feuilles de calcul, de modèles de projection et de conférences téléphoniques. À midi, j'étais confiant pour la présentation Westbrook. J'ai décidé d'utiliser ma pause déjeuner pour rattraper mes emails et peaufiner quelques détails. La cafétéria du bureau était relativement calme, la plupart des collègues étant soit sortis pour des déjeuners d'affaires, soit en train de manger à leur bureau. J'étais à mi-chemin d'un sandwich à la dinde devant l'écran de mon ordinateur portable quand mon téléphone a vibré avec une notification de texto. Pensant que c'était mon collègue James qui prenait des nouvelles de la présentation, j'ai jeté un coup d'œil distrait. Le nom, Papa, est apparu sur mon écran, provoquant une tension involontaire dans mes épaules, une réponse pavlovienne à des années de critiques. Nous avons choisi de rompre tout contact. Reste loin de nous pour toujours. J'ai cligné des yeux, certain d'avoir mal lu. J'ai posé mon sandwich et pris le téléphone, lisant et relisant le message. Mon cerveau peinait à traiter les mots à l'écran. Sous le message, j'ai remarqué la petite réaction en forme de cœur. Mélissa avait aimé le texto. La cafétéria continuait son bourdonnement normal de conversation autour de moi, mais tout semblait soudainement distant, comme si j'étais sous l'eau. Mes mains sont devenues moites, mon cœur martelant contre mes côtes. Une sueur froide a perlé sur mon front alors que je fixais ces 11 mots qui effaçaient en quelque sorte 28 ans d'histoire familiale. Pas de contexte, pas d'explication, juste une décision unilatérale livrée par SMS pendant ma pause déjeuner un mardi ordinaire. Dans ce moment de choc, mon cerveau d'analyste financier a pris le dessus, calculant les implications pratiques avant que mes émotions ne puissent pleinement s'engager. Chaque prêt, chaque enchevêtrement financier, chaque document juridiquement contraignant avec mon nom à côté du leur a défilé dans mon esprit. Sans pensée consciente, mes doigts ont tapé, je retirai mon nom de tous les prêts de main. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai immédiatement ressenti une vague de nausée. J'ai fermé les yeux, essayant de réguler ma respiration comme le docteur Mitchell me l'avait appris. Inspirer sur 4 temps, retenir sur 7, expirer sur 8. Au moment où j'ai rouvert les yeux, mon téléphone s'illuminait de notifications. Mon père, espèce d'ingrat de merde. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Ma mère, Dalton, comment peux-tu dire une chose aussi horrible à ton père? Tu connais sa tension artérielle. Mélissa, waouh. Tu montres enfin tes vraies couleurs. Les messages continuaient d'arriver, chacun plus venimeux que le précédent. Menaces, culpabilisation, accusation. Le manuel de communication familiale déployé à intensité maximale. La dissonance était stupéfiante. Il venait de me dire de rester loin pour toujours, mais ma menace de me désengager financièrement avait en quelque sorte franchi une ligne impardonnable. Dalton, on y va dans 5 minutes. J'ai levé les yeux pour voir James debout à côté de ma table, les documents de présentation à la main, le front plissé d'inquiétude. Ça va? On dirait que tu as vu un fantôme. Ouais, ça va, ai-je menti en rassemblant rapidement mes affaires. Juste des histoires de famille. Rien d'important. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à faire la présentation Westbrook en pilote automatique. Des années de préparation et de professionnalisme m'ont porté à travers les diapositives, les questions,
les poignées de main. À l'intérieur, j'étais en train de m'effondrer, mon téléphone vibrant continuellement dans ma poche avec la crise familiale en cours. De retour à mon bureau après, j'ai finalement parcouru les messages. 47 textos dans la conversation de groupe de la famille, allant de la rage en majuscule de mon père à la manipulation émotionnelle de ma mère, en passant par les attaques de plus en plus personnelles de Mélissa. Des références à mon abandon de la famille, à mon égoïsme, à ma trahison. Pas une seule fois quelqu'un n'a reconnu le message original me disant de rester loin pour toujours. Le téléphone de mon bureau a sonné. La réception. Monsieur Campbell, il y a un certain Richard Campbell ici pour vous voir. Il dit que c'est urgent. Mon père avait conduit jusqu'au centre-ville en pleine heure de pointe pour me confronter sur mon lieu de travail. L'idée de lui faire face dans mon environnement professionnel, avec des collègues et des clients à proximité, m'a rempli de panique. S'il vous plaît, dites-lui que je suis en réunion et que je ne peux pas être dérangé, ai-je réussi à dire, ma voix étonnamment stable. 5 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Monsieur, il devient plutôt insistant. La sécurité demande s'ils doivent l'escorter dehors. L'image de mon père se faisant sortir par des agents de sécurité était à la fois terrifiante et étrangement satisfaisante. Je descends, ai-je dit, ne voulant pas créer une scène qui aurait inévitablement une mauvaise image de moi professionnellement. Dans le hall, mon père se tenait, le visage rouge, près du bureau de la réception, ses vêtements de gestionnaire de construction, un pantalon kaki et un polo avec le logo de son entreprise visiblement décontracté au milieu des costumes et des cravates. « À quoi diable tu penses jouer ?» a-t-il exigé avant même que je l'ai atteint, sa voix résonnant sur le sol en marbre. « Parlons dehors », ai-je dit, doucement, douloureusement conscient des yeux écarquillés de la réceptionniste. Sur le trottoir, à l'abri de l'entrée de mon lieu de travail, mon père a déchaîné toute la force de sa colère. Comment osais-je menacer la sécurité financière de la famille? Comment j'avais toujours été égoïste et ingrat? Comment ce caprice allait détruire ma mère? Encore et encore. Une compilation des plus grands succès de la manipulation émotionnelle. Papa, ai-je finalement interrompu, tu m'as littéralement envoyé un texto pour me dire de rester loin pour toujours. À quoi t'attendais-tu? Il a semblé momentanément confus, puis dédaigneux. C'était à propos du dîner de dimanche. Tu as été si difficile ces derniers temps. Nous avons décidé que ça ne valait pas le stress. La réécriture désinvolte de la réalité m'a laissé sans voix. Ce n'est pas ce que le message disait. Ne sois pas si dramatique. C'est exactement ton problème. Tu ramènes toujours tout à toi. Alors qu'il continuait sa tirade, mon téléphone a vibré avec une nouvelle notification. Une publication Facebook publique de Mélissa. Quand ton propre frère menace de détruire financièrement tes parents parce qu'il est en colère qu'on lui ait fait remarquer son égoïsme. Certaines personnes ne grandissent jamais. Déjà, les commentaires s'accumulaient, des réponses sympathiques de la famille élargie, d'amis du lycée à qui je n'avais pas parlé depuis des années, même des membres du groupe de l'église de ma mère. La campagne de dénigrement public avait commencé. Le trajet de retour du travail ce soir-là reste un flou dans ma mémoire. Le trafic rampait le long de l'autoroute Kennedy pendant que mon esprit parcourait 28 ans d'histoire familiale, réexaminant chaque interaction sous ce nouvel angle. Avais-je toujours été simplement une ressource financière pour eux? L'amour avait-il été réel, ou était-il conditionnel depuis le début? La question tournait comme des vautours picorant mon estime de moi. J'ai réussi à atteindre le parking souterrain de mon immeuble avant que le barrage émotionnel ne cède. Assis dans ma voiture, moteur éteint, j'ai finalement laissé les larmes couler. De grands sanglots haletants qui me laissaient à bout de souffle. Les mains agrippant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. J'ai pleuré pour le petit garçon qui avait tant essayé de gagner l'approbation de son père. J'ai pleuré pour le jeune homme qui avait renoncé à son indépendance financière pour aider les personnes qui auraient dû le protéger. Surtout, j'ai pleuré pour le Dalton d'aujourd'hui, qui était en quelque sorte devenu le méchant de sa propre histoire familiale. Quand le pire de la tempête est passé, j'ai sorti mon téléphone et appelé la seule personne que je savais qui comprendrait sans jugement. Marcus, il faut que je te parle. C'est grave. Marcus avait été mon colocataire en 2e année à Northwestern, et malgré nos parcours professionnels différents, il s'est lancé dans le développement de logiciels tandis que je poursuivais la finance. Nous étions restés proches. Il connaissait ma dynamique familiale mieux que quiconque, en ayant été le témoin direct lors de plusieurs visites désastreuses de mes parents sur le campus. « Je commande une pizza et j'arrive », a-t-il dit sans hésitation.
dans 30 minutes. Fidèle à sa parole, Marcus est arrivé à ma porte avec de la nourriture, de la bière et le genre de présence solide qui rendait l'appartement moins vide. Je lui ai montré le texto original, l'explosion qui a suivi, et l'apparition bizarre de mon père à mon travail. « Mec », a-t-il dit après avoir tout absorbé, « c'est un niveau de toxicité supérieur. » « Suis-je fou ?» ai-je demandé, la question qui me hantait. « Suis-je celui qui a tort ici ?»« Absolument pas », a dit fermement Marcus. « Ils t'ont dit de rester loin pour toujours, puis ils ont pété les plombs quand tu les as pris au mot. C'est le BAEBA de la manipulation psychologique. » Nous avons passé des heures à analyser les événements de la journée, Marcus me guidant patiemment à travers chaque mine émotionnelle. Quand mon téléphone a continué à s'allumer avec des notifications plus de messages familiaux, d'alertes sur les réseaux sociaux, même des emails de membres de la famille élargie qui s'étaient en quelque sorte impliqués, il a suggéré que je l'éteigne complètement pour la nuit. Demain sera bien assez tôt pour gérer les retombées, a-t-il conseillé. Pour l'instant, tu as besoin de repos. Mais le repos s'est avéré insaisissable. Après le départ de Marcus, je suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin, rejouant les souvenirs de famille comme un enquêteur, cherchant des indices que j'avais manqués. La partie de pêche quand j'avais 8 ans et que j'avais attrapé mon premier achigan, le rare sourire d'approbation de mon père. La remise des diplômes de mon lycée quand ma mère m'a serré dans ses bras et a murmuré qu'elle était fière, aidant Mélissa avec son projet de foire scientifique l'année où elle a remporté la première place. Ces moments avaient-ils été réels, ou est-ce que je romantisais une famille qui n'avait jamais vraiment existé? Le matin n'a apporté aucune clarté, seulement de l'épuisement et un mal de tête lancinant. J'ai appelé pour me déclarer malade pour la première fois en 3 ans, incapable de faire face au masque professionnel requis au bureau. Au lieu de cela, j'ai passé la journée à documenter méthodiquement chaque lien financier entre moi et les membres de ma famille. La liste était plus longue que je ne l'avais réalisée. Co-emprunteur sur le prêt sur valeur domiciliaire de mes parents, 35 000 $ restants. Garant sur le bail de l'appartement de Mélissa, 17 mois restants. Titulaire conjoint d'une carte de crédit familiale, 8 000 $. Solde en dollars. Co-emprunteur sur le prêt auto de Mélissa. 12 000 $ restants. Prêt personnel à mon père pour des frais médicaux. 7 000 $ à rembourser lorsque possible. Mon nom sur divers comptes de services publics chez mes parents datant de l'époque où j'y vivais. L'enchevêtrement financier était étendu, délibérément. J'ai réalisé avec une clarté croissante que chaque obligation avait été présentée comme temporaire, comme une aide à la famille dans le besoin, mais collectivement, elle formait des menottes dorées, me gardant lié au contrôle de ma famille. Mon téléphone, que j'avais finalement rallumé, continuait son flot constant de notifications. Mon père avait appelé mon superviseur direct, prétextant une urgence familiale et posant des questions inappropriées sur mon horaire de travail et les détails de mon salaire. Ma mère avait laissé 7 messages vocaux, chacun plus larmoyant que le précédent, sur la façon dont je la tuais d'inquiétude. La campagne de Mélissa sur les réseaux sociaux s'était étendue à Instagram, où elle a publié une photo d'enfance de nous avec une longue légende sur la trahison familiale qui a généré des dizaines de commentaires sympathiques. Le plus troublant étaient les messages de la famille élargie et des amis de la famille, des gens qui n'avaient entendu qu'une version soigneusement choisie des événements. Le frère de mon père a envoyé un email particulièrement cinglant sur ma responsabilité d'honorer mon père et ma mère. La meilleure amie de ma mère de l'église a appelé pour essayer de me raisonner. Même mon ancien entraîneur de baseball du lycée m'a envoyé un texto pour exprimer sa déception quant à l'homme que j'étais devenu. L'isolement était écrasant. Ma version des événements, les années de manipulation financière, le texto original me disant de rester à l'écart, était systématiquement effacé du récit. À sa place, une histoire sur un fils ingrat menaçant ses parents âgés pour un désaccord mineur était construite et diffusée à tous ceux qui voulaient bien écouter. Le soir, mon épuisement émotionnel s'était transformé en autre chose. Une colère froide et claire qui semblait étrangement stabilisante. Pour la première fois, j'ai vu avec une clarté parfaite les schémas qui avaient défini mes relations familiales pendant des décennies. Les bombardements d'amour suivis de critiques. Les hameçons financiers déguisés en aide. Le maintien de l'image publique à tout prix. Le docteur Mitchell avait souvent parlé du fait que le fond du trou est la fondation sur laquelle de nouvelles structures peuvent être construites. Assis seul dans mon appartement, entouré de documents financiers et de messages sans réponse, j'ai réalisé que j'avais atteint cette fondation. Je ne pouvais aller que vers le haut. On a frappé à 7h15 le samedi matin. 3 coups secs qui ont résonné dans mon appartement silencieux comme des coups de feu.
J'étais déjà réveillé depuis des heures, examinant les emails des institutions financières sur le processus pour me retirer en tant que co-emprunteur de divers prêts. À travers le Judas, j'ai vu les cheveux soigneusement coiffés de ma mère et Mélissa qui se balançaient d'un pied sur l'autre avec impatience. Un instant, j'ai envisagé de ne pas répondre. Puis, redressant les épaules, j'ai ouvert la porte. « Oh, Dieu merci !» s'est exclamée ma mère en me bousculant pour entrer dans l'appartement. Nous étions morts d'inquiétude. Mélissa a suivi, jetant un regard dédaigneux à l'espace. « Bel endroit », a-t-elle dit d'un ton qui suggérait le contraire. Elle n'avait pas appelé à l'avance, n'avait pas envoyé de texto pour voir si j'étais disponible. L'intrusion était délibérée, une démonstration de force conçue pour me prendre au dépourvu dans mon propre espace. J'ai fermé la porte lentement, rassemblant mes pensées. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je demandé, en gardant ma voix neutre. Les yeux de ma mère se sont immédiatement remplis de larmes. « C'est une façon d'accueillir ta famille. Après tout ce que nous avons traversé cette semaine ? Vous m'avez dit de rester loin pour toujours, lui ai-je rappelé. Et maintenant, vous êtes dans mon salon à 7 heures du matin un samedi. Ne sois pas si littéral, Dalton, a lâché Mélissa. Mon Dieu, tu prends toujours tout si personnellement. Ma mère s'est installée sur mon canapé sans y être invitée, son sac à main serré sur ses genoux comme une armure. Ton père est hors de lui. Il n'a pas dormi depuis des jours. À cause du texto qu'il a envoyé ou à cause de ma réponse, ai-je demandé. Les deux, je suppose, a-t-elle soupiré dramatiquement. Tu sais comment il est quand il est contrarié. Il dit des choses qu'il ne pense pas, je suis resté debout, refusant d'être physiquement positionné en dessous d'elle. Et la partie sur la rupture de tout contact, le fait de rester loin pour toujours. Le pensait-il ? Eh bien, tu as été si distant ces derniers temps, a éludé ma mère. Annulant constamment des plans, toujours trop occupé pour la famille. Que étions-nous censés penser ? La révision de la réalité était vertigineuse. Dans leur version, le texto de mon père était une réponse raisonnable à mon comportement, pas le catalyseur de tout le conflit. J'ai senti l'envie familière de m'excuser, d'arranger les choses, d'accepter leur version pour maintenir la paix. Les mots se sont presque formés sur ma langue avant que je ne me reprenne. Pourquoi êtes-vous vraiment ici ? ai-je demandé à la place. Mélissa a échangé un regard avec ma mère. Nous devons discuter des prêts, a-t-elle dit sans embâche. Et voilà, le véritable but de cette embuscade matinale. Pas l'inquiétude pour mon bien-être, pas le désir de réparer les liens familiaux, mais la panique face aux finances. J'ai entamé le processus pour me retirer en tant que co-emprunteur, ai-je confirmé. Les banques ont été très utiles. La main de ma mère a volé vers sa poitrine. Tu ne peux pas être sérieux. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi ? La question est sortie avant que je puisse la censurer. La première fois que je contestais directement le récit familial du sacrifice parental. Nous t'avons élevé, s'est exclamée ma mère, sincèrement choquée. Nous t'avons mis un toit sur la tête. Nous t'avons nourri et vêtu. C'est le minimum légal requis des parents, ai-je souligné, pas un cadeau extraordinaire. Le visage de Mélissa est devenu rouge de colère. Tu as toujours été le gâté, tu as toujours eu le meilleur de tout pendant que je devais me contenter de seconde main. La réalité alternative dans laquelle elle vivait ne cessait de m'étonner. J'ai travaillé tout le lycée pour payer mes propres vêtements, lui ai-je rappelé. Tu as eu une voiture pour ton 16e anniversaire. J'ai pris le bus jusqu'à l'université. C'est reparti, a dit Mélissa en levant les yeux au ciel. Pauvre Dalton, toujours la victime. Mon téléphone a sonné. La sonnerie distinctive de mon père. Ma mère l'a attrapé avant que je puisse réagir, a répondu et l'a mis sur haut-parleur. Richard, nous sommes avec lui maintenant, a-t-elle dit. Passe-moi cet ingrat de fils de paix. La voix de mon père a rempli l'appartement, tendu d'une rage à peine contenue. Tu es sur haut-parleur, papa, ai-je dit d'un ton égal. À quoi diable tu penses jouer, a-t-il exigé. La banque m'a appelé hier pour retirer ton nom de notre prêt sur valeur domiciliaire. Je fais exactement ce que j'ai dit que je ferais, ai-je répondu, retirer mon nom de tous les prêts. Tu vas détruire cette famille, a-t-il crié. C'est ça que tu veux. L'ironie était presque risible. Tu m'as littéralement dit que je ne faisais plus partie de cette famille. Tu te souviens, reste loin pour toujours, tes mots exacts. C'était différent,
a-t-il balbutié. J'étais contrarié que tu aies manqué le dîner de dimanche. Pour la 3e fois, ce n'est pas ce que tu as dit, ai-je insisté. Et si retirer mon nom de prêts sur lesquels je n'aurais jamais dû figurer détruit la famille, peut-être que la famille était construite sur des fondations bien fragiles. Ma mère a commencé à sangloter. Les pleurs théâtraux et captivants dont j'avais été témoin toute ma vie lorsque les discussions n'allaient pas dans son sens. Mélissa a mis un bras autour de ses épaules, me fusillant du regard comme si je l'avais physiquement frappé. Ta mère a des palpitations cardiaques à cause de toi, a accusé la voix de mon père. Tu es content maintenant? C'était le même scénario qu'ils avaient joué toute ma vie, exprimer son mécontentement, attaquer lorsqu'on les défiait, puis se positionner en victime lorsqu'on leur demandait des comptes. Pour la première fois, je pouvais voir la manipulation pour ce qu'elle était. Maman, si tu as des douleurs à la poitrine, je suis heureux d'appeler une ambulance, ai-je dit calmement. Ses sanglots se sont immédiatement modérés. Non, non, ça va aller, a-t-elle reniflé. J'ai juste besoin de retrouver mon fils. Je ne suis jamais parti, ai-je souligné. Vous m'avez dit de rester à l'écart. On ne le pensait pas littéralement, a explosé Mélissa. Mon Dieu, pourquoi es-tu si con à ce sujet? Parle-lui du prêt commercial, est intervenu mon père. Mélissa a lancé un regard d'avertissement au téléphone. Papa, pas maintenant. Dis-lui, a insisté mon père. Il nous met déjà dans la merde. Autant mettre toutes les cartes sur la table. Ma mère s'est redressée, tamponnant des yeux parfaitement secs. Nous avons été approuvés pour un prêt commercial pour la boutique de Mélissa, a-t-elle expliqué, sa voix soudainement professionnelle. Mais nous avons besoin d'un co-emprunteur de plus avec un excellent crédit. Les pièces se sont emboîtées avec une clarté nauséabonde. Le texto ne concernait pas le dîner du dimanche ou des désaccords familiaux. C'était une tentative calculée de me punir pour avoir refusé la demande de prêt précédente, un chantage affectif conçu pour me ramener dans le droit chemin. Quand j'avais répondu en menaçant leur sécurité financière, la panique s'était installée. Non, ai-je dit simplement. Tu n'as même pas entendu les conditions, a protesté ma mère. C'est très favorable, et le plan d'affaires de Mélissa. Le même plan d'affaires que j'ai déjà examiné et trouvé fondamentalement défectueux, ai-je interrompu. Sans étude de marché, avec des projections de revenus irréalistes et aucune planification d'urgence. Il y a eu quelques ajustements, a dit vaguement Mélissa. Laissez-moi deviner. Le montant du prêt a augmenté. Leur silence a confirmé mes soupçons. Combien, ai-je insisté. 50 000, a finalement répondu mon père. L'emplacement que nous voulons a un potentiel plus élevé. Le chiffre m'a frappé comme un coup physique. Ils étaient venus à mon appartement en s'attendant à ce que je co-signe pour 50 000 $ après m'avoir dit de rester loin pour toujours quelques jours plus tôt. L'audace était à couper le souffle. C'est pour ça que vous êtes là, ai-je dit, la prise de conscience s'installant, froide et lourde, dans mon estomac. Pas parce que vous vous souciez de notre relation. Pas parce que vous voulez la réconciliation. Vous avez besoin de ma signature sur un document de prêt. La famille est de la famille, a insisté ma mère. C'est ce que nous faisons. Sauf quand la famille fixe des limites. Apparemment, on leur dit alors de rester loin pour toujours. Tu déformes tout, a crié Mélissa en se levant. Tu as toujours été si égoïste, Dalton. Pensant toujours à toi d'abord. Si j'avais d'abord pensé à moi, je n'aurais jamais co-signé aucun de ces prêts pour commencer, ai-je répondu. La voix de mon père a tranché la tension. Écoute-moi très attentivement. Si tu vas jusqu'au bout et que tu retires ton nom de nos prêts, tu détruiras la cote de crédit de ta mère, tu forceras ta sœur à quitter son appartement et tu pourrais nous faire perdre notre maison. C'est ça que tu veux avoir sur la conscience. La question était conçue pour déclencher une culpabilité maximale. Une autre tactique familière. Mais quelque chose avait changé en moi. Le brouillard de l'obligation et de la manipulation émotionnelle s'était levé. Ce que je veux, ai-je dit clairement, c'est être traité avec un respect élémentaire. Ce que je veux, c'est la reconnaissance que je suis un adulte qui peut prendre ses propres décisions financières. Ce que je veux, c'est une famille qui m'apprécie pour qui je suis, pas pour ce que je peux fournir financièrement. Si dramatique, c'est moquer Mélissa. Toujours obligé de tout ramener à tes sentiments. Oui, ai-je convenu, la surprenant. Mes sentiments comptent. Tout comme ma sécurité financière.
Ta sécurité a explosé mon père. Et notre sécurité? Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. Citer une chose, ai-je défié. Citer un sacrifice important que vous avez fait pour moi qui n'était pas légalement requis de vous en tant que parent. Le silence s'est étiré, rompu seulement par les nouveaux reniflements théâtraux de ma mère. C'est ce que je pensais, ai-je dit doucement. Ma mère s'est levée du canapé, rassemblant son sac à main avec des mains tremblantes. Je ne te reconnais même plus, a-t-elle chuchoté. Mon fils ne traiterait jamais sa famille de cette façon. Votre fils a grandi, ai-je répondu. Et il a réalisé qu'il méritait mieux qu'un chantage affectif déguisé en amour familial. Tu as 24 heures pour changer d'avis, a déclaré la voix de mon père depuis le téléphone. Après ça, n'attends aucun pardon quand tu reviendras en rampant. Je ne ramperai nulle part, ai-je dit en ouvrant la porte de mon appartement. Et je ne changerai pas d'avis. Mélissa est passée devant moi en trombe, s'arrêtant dans le couloir pour porter un dernier coup. Je vais m'assurer que tout le monde sache ce que tu as fait. Tout le monde. Ma mère a suivi plus lentement, jouant la matriarche blessée jusqu'au bout. Quand tu seras tout seul, sans personne qui t'aime, souviens-toi que c'était ton choix. Alors qu'elle disparaissait dans le couloir, mon père toujours enragé, minuscule et petit à travers le haut-parleur du téléphone, j'ai ressenti une curieuse légèreté. J'ai mis fin à l'appel au milieu de sa tirade et j'ai fermé ma porte, m'appuyant contre elle dans le silence soudain de mon appartement. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je m'étais choisi moi-même plutôt que l'obligation familiale, et j'avais survécu. Le monde ne s'était pas effondré. Je ne m'étais pas désintégré de culpabilité. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose de nouveau prendre racine dans ma poitrine, la fondation solide du respect de soi. Lundi matin, je suis entré chez Grayson Financial avisé avec un dossier de documents et une détermination que je n'avais jamais ressentie auparavant. Catherine Grayson, une planificatrice financière certifiée sans fioriture avec 20 ans d'expérience, m'avait été chaudement recommandée par un collègue. Alors, a-t-elle dit après avoir examiné ma situation, vous voulez vous désengager d'environ 72 000 $ de prêts et d'obligations financières qui ne sont pas les vôtres. Correct. Entendre la somme totale prononcée à voix haute m'a noué l'estomac, mais j'ai hoché la tête. Oui, aussi rapidement et proprement que possible. Catherine n'a pas demandé l'histoire émotionnelle, ce dont j'étais reconnaissant. Elle a simplement exposé les options, les conséquences et les délais avec une précision clinique. Certains prêts pourraient être refinancés par les emprunteurs principaux si leur crédit le permettait. D'autres pourraient nécessiter un paiement intégral pour retirer mon nom. Les comptes de service public étaient simples à transférer. Le bail de l'appartement serait plus délicat mais pas impossible. Ce ne sera pas sans douleur, a-t-elle averti, mais c'est tout à fait faisable. J'ai vu des enchevêtrements financiers bien pires. Du bureau de Catherine, je suis allé directement rencontrer Robert Holly, un avocat spécialisé en droit de la famille et en questions financières. Là où Catherine avait été purement professionnelle, l'approche de Robert était plus personnelle, m'encourageant à partager le contexte de ma décision. L'abus financier au sein des familles est bien plus courant qu'on ne le pense, m'a-t-il dit après que j'ai exposé la situation, surtout lorsqu'il est déguisé en aide ou en obligation. Robert a rédigé des lettres officielles à chaque institution financière, recommandé des services de surveillance de crédit supplémentaires et suggéré de documenter toutes les communications avec ma famille à l'avenir. Si les choses s'enveniment, a-t-il prévenu, vous voudrez avoir un enregistrement clair des événements. Les actions concrètes étaient responsabilisantes après des jours de tourmente émotionnelle. Chaque signature, chaque email envoyé, chaque modification de compte était une petite récupération de mon indépendance. Mercredi, le processus était pleinement enclenché. Mon nom avait été retiré immédiatement des comptes de service public. La compagnie de cartes de crédit avait gelé le compte joint et envoyé une notification officielle à toutes les parties. Les banques avaient lancé l'examen des demandes de retrait de co-emprunteurs sur les prêts. La réponse de mon père a été aussi rapide que prévisible. Le message vocal menaçant est arrivé mercredi soir. Tu n'as aucune idée de ce que tu as commencé. Je t'ai construit et je peux te détruire tout aussi facilement. Ton travail, ta réputation, tout ce que tu penses t'appartenir. Tout peut disparaître du jour au lendemain. Suivant les conseils de Robert, j'ai sauvegardé le message sans répondre et les documenté dans le dossier croissant des communications familiales. Le lendemain matin, j'ai contacté la société de gestion de mon immeuble pour demander l'installation d'une caméra de sécurité à la porte de mon appartement,
une dépense qui m'a semblé justifiée lorsque j'ai retrouvé ma voiture rayée dans le parking ce soir-là. Le mot « traître » était gravé profondément sur la portière côté conducteur. Le policier qui a pris le rapport était sympathique et professionnel. Les disputes familiales peuvent mal tourner, a-t-il observé en prenant des photos des dommages. Vous devriez peut-être envisager une ordonnance restrictive si cela s'aggrave. La campagne de Mélissa sur les réseaux sociaux a continué de prendre de l'ampleur avec des publications quotidiennes sur la trahison familiale et des références vagues à l'abandon financier. Elle ne m'a jamais nommé directement, assez prudente pour éviter une éventuelle diffamation, mais a partagé suffisamment de photos d'enfance et de références à peine voilées pour que quiconque nous connaissait comprenne exactement de qui elle parlait. D'anciens camarades de lycée, des parents éloignés et des amis de la famille ont laissé des centaines de commentaires de soutien, la plupart condamnant mon comportement présumé sans connaître aucun détail. Le lynchage numérique était douloureux, mais clarifiant. Beaucoup de ces personnes avaient été témoins de ma dynamique familiale en grandissant, mais avaient accepté l'image publique soigneusement entretenue par mes parents. Personne n'avait jamais vu le comportement de contrôle en coulisses, la manipulation financière déguisée en générosité, le chantage affectif constant, leur volonté de me condamner sans fait en disait long sur l'efficacité de la gestion d'image de ma famille. Ce qui m'a le plus surpris, c'est le soutien qui a émergé de sources inattendues. Mon superviseur direct chez Mitchell & Reed m'a appelé dans son bureau jeudi après-midi et je me suis préparé aux retombées professionnelles des appels de mon père. « Dalton, » a-t-il dit gravement, « je veux que vous sachiez que nous apprécions votre travail ici. Quoi qu'il se passe dans votre vie personnelle, cela n'affectera pas votre position chez nous. » Le soulagement m'a envahi. « Merci. J'apprécie cela plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Les histoires de famille peuvent être compliquées, a-t-il poursuivi, l'air mal à l'aise mais déterminé. Mon propre père était difficile. Si vous avez besoin de prendre quelques jours personnels, faites-le moi savoir. Cette brève reconnaissance de compréhension signifiait plus que n'importe quelle expression de soutien élaborée n'aurait pu le faire. D'autres petites gentillesses ont suivi. James et d'autres collègues ont formé un tampon protecteur pendant les pauses déjeuner. L'équipe de sécurité de l'immeuble a commencé à m'escorter jusqu'à ma voiture chaque soir. Ma voisine, une enseignante à la retraite nommée Judith, à qui j'avais à peine parlé auparavant, a laissé une lasagne maison à ma porte avec une note disant simplement « Les temps difficiles exigent de la bonne nourriture ». Plus surprenant encore, la sœur de mon père, ma tante Patricia, m'a contacté par email. Nous avions perdu le contact des années auparavant après qu'elle se soit brouillée avec mon père. Son message était simple mais puissant. Dalton, j'ai entendu par la rumeur familiale ce qui se passe. Je suis passé par là. Appelle-moi si tu veux parler à quelqu'un qui comprend exactement ce que tu traverses. Notre conversation téléphonique qui a suivi a duré 3 heures, comblant des lacunes de l'histoire familiale que je n'avais jamais connue. Comment mon père avait financièrement manipulé leurs parents avant leur mort. Comment il avait essayé les mêmes tactiques avec Patricia jusqu'à ce qu'elle coupe complètement les ponts 15 ans auparavant. Les schémas remontaient plus loin que je ne l'avais réalisé. Des cycles générationnels de contrôle déguisés en obligations familiales. La culpabilité s'estompe, m'a-t-elle assuré. La liberté en vaut la peine. Au fur et à mesure que la séparation financière progressait, j'ai commencé à voir le docteur Mitchell 2 fois par semaine pour gérer les séquelles émotionnelles. Elle m'a présenté des ressources sur l'éloignement familial, des groupes de soutien pour les enfants adultes de parents émotionnellement manipulateurs et des techniques pour traiter le deuil complexe de la perte de relations familiales alors que les membres de la famille sont encore en vie. Vous faites le deuil de la famille que vous pensiez avoir, a-t-elle expliqué, et de la famille que vous auriez souhaité avoir. C'est un deuil compliqué que beaucoup de gens ne comprennent jamais pleinement. Marcus est resté une présence indéfectible, prenant de mes nouvelles quotidiennement et fournissant une interaction sociale normale lorsque tout le reste semblait chaotique. Il m'a également présenté à son amie Audrey, dont la propre expérience de l'éloignement familial lui a donné une compréhension unique de ma situation. Les 6 premiers mois sont les plus difficiles, m'a-t-elle dit autour d'un café. On remet tout en question. Ses souvenirs, son jugement, si on est le fou. Puis un jour, on se réveille et on se rend compte qu'on respire plus facilement. Le nœud dans l'estomac est un peu plus lâche. On rit de quelque chose et on ne se sent pas immédiatement coupable d'éprouver de la joie. Ces mots offraient un aperçu d'un avenir possible auquel j'avais désespérément besoin de croire. 4 semaines après le texto initial de mon père, j'ai reçu une notification officielle que mon nom avait été retiré avec succès de tous les comptes joints et prêts.
Mes parents avaient été contraints de refinancer leur prêt sur valeur domiciliaire à un taux d'intérêt plus élevé. Mélissa avait trouvé une colocataire pour reprendre son bail d'appartement et était retournée vivre chez nos parents. La carte de crédit familiale avait été entièrement fermée. Le désengagement pratique était terminé, mais les séquelles émotionnelles persistaient. Ma mère laissait encore des messages vocaux oscillant entre des supplications culpabilisantes et des accusations vicieuses. Les menaces de mon père avaient évolué vers un silence menaçant. La campagne de Mélissa sur les réseaux sociaux s'était élargie pour inclure une collecte de fonds pour la guérison familiale et ses rêves de boutique, monétisant ainsi le conflit. À travers tout cela, j'ai maintenu les limites que le docteur Mitchell et moi avions établies, aucun engagement direct, documentation de toutes les communications, concentration sur la création de nouvelles connexions plutôt que sur la réparation de celles qui étaient brisées. Chaque jour apportait de petites victoires dans la reconquête de mon identité, séparée des attentes et des définitions de ma famille. La guérison n'est pas linéaire, m'a rappelé le docteur Mitchell lors d'une séance particulièrement difficile après que j'ai reçu une carte de vœux de ma mère ne contenant que des photos de famille avec mon image découpée. Il y aura des revers et des jours difficiles. L'important est la trajectoire globale. Et lentement, presque imperceptiblement au début, cette trajectoire a commencé à pointer vers le haut. 6 mois après avoir reçu ce texto de mon père, je me tenais dans le salon vide de mon nouvel appartement, à 15 miles de mon ancien logement, et dans un quartier que ma famille n'avait jamais visité. La lumière du soleil filtrait à travers de larges fenêtres, illuminant des murs fraîchement peints et les quelques meubles que j'avais gardés de ma vie antérieure. Tout le reste, des ustensiles de cuisine à la literie, était neuf, soigneusement choisi pour refléter mes préférences plutôt que ce qui était en solde ou hérité de membres de la famille. Le déménagement physique était la dernière étape d'une transformation qui avait commencé avec ce SMS fatidique. Ma vie avait été complètement restructurée, de mon espace de vie à mes routines quotidiennes, en passant par ma compréhension de ce que la famille signifiait vraiment. Professionnellement, les 6 derniers mois avaient apporté une croissance inattendue. Sans le fardeau constant du drame familial, ma concentration et ma créativité au travail s'étaient considérablement aiguisées. Le compte Westbrook avait été obtenu, suivi de 3 autres clients majeurs. Il y a 2 mois, j'avais été promu chef d'équipe avec une augmentation de salaire significative et de plus grandes responsabilités. Votre confiance a complètement changé, a commenté mon superviseur lors de mon évaluation de performance. Quels que soient les défis personnels que vous traversiez, ils ont clairement conduit à une croissance professionnelle. Il ne pouvait pas savoir à quel point cette évaluation était juste. Les compétences que j'avais développées pour fixer des limites, communiquer clairement et rester ferme dans mes convictions s'étaient traduites directement en capacité de leadership que je ne savais pas posséder. Ma croissance personnelle avait été tout aussi profonde. Les crises de panique qui caractérisaient autrefois les dimanches soirs en prévision du dîner familial avaient disparu. L'anxiété de fond constante, comme un parasite sur une station de radio que je ne pouvais pas éteindre, s'était progressivement estompée pour laisser place au silence. À sa place grandissait une confiance en soi calme que je n'avais jamais connue auparavant. Mon téléphone s'illuminait encore occasionnellement de tentatives de contact familial. Ma mère s'était installée dans un schéma de mai mensuel émotionnellement manipulateur. Chacun était construit pour maximiser la culpabilité tout en maintenant son rôle de matriarche blessé. Mon père ne m'avait pas contacté directement depuis le dernier message vocal menaçant il y a 4 mois. Bien que j'ai entendu par ma tante Patricia qu'il annonçait périodiquement à la famille élargie son intention de ne plus jamais parler à son fils ingrat. L'approche de Mélissa avait évolué avec une précision calculée. Après que sa campagne sur les réseaux sociaux ait cessé de générer suffisamment d'attention, elle s'était repositionnée en artisan de la paix compatissant. Son message le plus récent avait été une invitation soigneusement formulée pour commencer à guérir nos blessures familiales, envoyée par coïncidence juste après qu'on lui ait refusé un autre prêt commercial sans co-emprunteur. Chaque tentative de contact était devenue plus facile à reconnaître pour ce qu'elle était, non pas une connexion authentique, mais des hameçons conçus pour me ramener dans de vieux schémas. J'ai maintenu ma politique de non-engagement, documentant chaque communication dans un dossier qui s'amincissait de mois en mois. Pendant ce temps, mon véritable réseau de soutien s'était épanoui. Les dîners hebdomadaires avec Marcus étaient devenus une tradition, incluant souvent son petit ami Tyler et un groupe d'amis changeants. Audrey et moi avions développé une amitié étroite basée sur une expérience partagée et une compréhension mutuelle. Ma relation avec ma tante Patricia s'était approfondie, comblant des pièces manquantes de l'histoire familiale tout en créant de nouvelles traditions non entachées par la manipulation. Plus important encore,
j'avais commencé à construire ce que le docteur Mitchell appelait une famille choisie, des liens basés sur le respect mutuel et l'affection sincère plutôt que sur l'obligation biologique ou l'intrication financière. Ces relations fonctionnaient selon des règles entièrement différentes de celles que ma famille d'origine m'avait enseignées. Les désaccords pouvaient survenir sans menace d'abandon. Les limites étaient respectées plutôt qu'attaquées. L'amour s'exprimait par des actions, pas seulement par des mots commodes. Mes séances de thérapie avec le docteur Mitchell étaient passées à bi-hebdomadaire, se concentrant moins sur la gestion de crise et plus sur la guérison à long terme. Lors de notre dernière séance, elle m'avait posé une question qui m'a fait réfléchir. Si votre famille vous contactait demain avec une reconnaissance et des excuses sincères, que voudriez-vous de la relation à l'avenir? La question m'avait plongé dans une profonde réflexion. Il y a 6 mois, j'aurais désespérément voulu la réconciliation à presque n'importe quel prix. Maintenant, je reconnais qu'un véritable changement exigerait quelque chose que ma famille semblait fondamentalement incapable de fournir, la responsabilité. J'aurais besoin de la reconnaissance de la manipulation, lui ai-je dit. Pas seulement des excuses pour des incidents spécifiques, mais la reconnaissance des schémas. Et j'aurais besoin de limites complètement différentes, d'une séparation financière, du respect de mon autonomie, plus de chantage affectif. Et s'ils ne peuvent pas fournir cela, a-t-elle demandé doucement. Alors je continue sur le chemin que j'ai choisi, ai-je dit, surpris par la paix que je ressentais avec cette réponse. J'ai appris que la famille ne se définit pas par le sang ou l'obligation. Elle se définit par le respect mutuel, le soutien et un amour sain. Cette prise de conscience, que je pouvais créer du sens et des liens sans sacrifier mon bien-être à des dynamiques familiales toxiques, avait été le cadeau le plus profond de ce douloureux voyage. Debout dans mon nouvel appartement, déballant des cartons d'objets soigneusement choisis qui représentaient la vie que je me construisais, j'ai ressenti un immense sentiment de gratitude. Pas pour le texto qui avait déclenché ce voyage, la cruauté me piquait encore quand je me permettais de m'en souvenir, mais pour la force que j'avais trouvée en y répondant. Pour la première fois de ma vie, j'avais agi en accord avec mes propres valeurs plutôt que par peur réactive ou par obligation. J'ai placé une photo encadrée sur ma nouvelle étagère. Pas un portrait de famille, mais une photo du week-end du mois dernier au lac Michigan avec Marcus, Tyler, Audrey et d'autres amis. Des visages rieurs, des sourires sincères, la lumière du soleil captant l'eau derrière nous. C'était ma famille maintenant. Choisie, délibérément entretenue avec soin, connectée par l'amour plutôt que par l'obligation. Le voyage n'avait pas été facile, et il n'était pas complètement terminé. Il y aurait des vacances difficiles à venir, des conversations gênantes avec des connaissances qui ne comprenaient pas l'éloignement familial, et sans aucun doute d'autres tentatives de manipulation de la part de ma famille d'origine. Mais j'avais développé les outils pour naviguer ces défis sans me perdre en cours de route. Le texto de mon père, nous avons choisi de rompre tout contact. Reste loin de nous pour toujours, était destiné à me punir pour mon indépendance croissante. Au lieu de cela, il était devenu le catalyseur de la vraie liberté. En essayant de me contrôler par le rejet, ma famille m'avait involontairement libéré des chaînes de l'obligation toxique qui m'avaient lié pendant 28 ans. Si vous regardez ceci et que quelque chose dans mon histoire résonne avec votre propre expérience, sachez que vous n'êtes pas seul. Les relations familiales devraient vous élever et vous soutenir, pas vous épuiser et vous contrôler. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même, et finalement pour eux, est d'établir des limites qui protègent votre bien-être. Avez-vous déjà dû établir des limites difficiles avec des membres de votre famille? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a aidé à vous sentir moins seul, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires de la vie réelle sur la recherche de la force dans des situations difficiles. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et n'oubliez pas, la famille que l'on choisit peut être plus réparatrice que la famille dans laquelle on est né.